Donc, Nizar va nous faire un petit exposé donc, de la situation puisqu'il est allé sur le terrain et puis nous remettre en perspective tout ce qui se passe. Et ensuite, vous pourrez évidemment poser des questions, toujours dans l'esprit qui domine ici à l'Observatoire, c'est d'essayer de comprendre. Voilà. Merci, Nizar. Alors, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à vous dire que je suis ravi d'être parmi vous. Comme l'a bien dit Alain, on se connaît depuis un bon bout de temps, enfin, et surtout, on a l'occasion de discuter sur des sujets qui nous intéressent, qui touchent à la géopolitique, qui touchent aux intérêts d'influence entre les pays. Et en discutant après le séisme qui a touché la région de Marrakech, on a convenu, enfin, c'est une proposition qui est venue de Alain, comme il savait que j'étais ici sur place. Donc, je vais essayer d'abord de vous présenter un peu la situation sur le terrain actuellement et quelles sont les implications géopolitiques en fait de d'une certaine polémique qui est née après la proposition d'aide faite à la France par la France au Maroc. Les Français ont dit que cette aide a été refusée. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur cette question. Et donc, je vais essayer de vous faire un petit topo sur la situation. Alors, tout d'abord, pour vous dire que je suis un ancien officier de la gendarmerie royale. Donc, j'ai servi dans la gendarmerie royale. J'ai effectué plusieurs missions, des missions de sécurité publique, des missions également de renseignement et enfin des missions de police judiciaire. Donc, ma dernière responsabilité dans la gendarmerie, j'ai été responsable d'une équipe ou bien d'une cellule de lutte contre le trafic international de stupéfiants. Depuis que j'ai pris ma retraite anticipée, je suis actuellement analyste en stratégie défense et sécurité. J'enseigne aussi à l'école de guerre économique au campus de Rabat et je suis aussi chroniqueur dans un journal marocain qui s'appelle La Vie Éco. Alors, je vais commencer par vous faire un constat, un point de situation qui se base sur mes constatations personnelles. Alors, ça fait 3 jours maintenant que je suis dans la région de Marrakech et le constat que j'ai fait de l'ampleur du sinistre donc, a commencé déjà à partir de la ville de Marrakech. Les premières infos qu'on a eues tous à la télé, c'est que la région de Marrakech a été durement impactée par un séisme très violent. D'ailleurs, c'est le plus violent de l'histoire moderne du Maroc. Le Maroc avait connu un séisme aussi meurtrier en 1960 qui avait touché la ville d'Agadir avec beaucoup plus de victimes, mais dont la force, l'amplitude était beaucoup moins forte que le séisme qu'on a vécu, ça fait à peu près une dizaine de jours. Alors tout le monde, on a tous pensé, je pense au Maroc et même à l'étranger, parce que je pense que Marrakech est quand même la vitrine du Maroc à l'étranger. La plupart de mes amis étrangers, qu'ils soient européens, venant de l'Afrique de l'Ouest, les étrangers connaissent d'abord Marrakech, peut-être Fès aussi. Et donc, on avait tous cette crainte de venir et d'assister à une ville complètement détruite. Alors, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des démolitions, il y a eu des morts à Marrakech, mais ils se sont tous concentrés dans l'ancienne Médina. Pourquoi? Parce que ce quartier, qu'on appelle le quartier du Mellah, c'est un quartier où les maisons sont construites, ce sont des maisons très anciennes, construites avec des techniques qui ne sont pas très, on va dire, qui ne respectent pas les normes modernes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de destruction dans ce quartier. Alors, dès qu'on quitte Marrakech en direction de l'Haouz, alors l'Haouz, c'est la province limitrophe de Marrakech, et c'est dans cette province qu'a été enregistré l'épicentre du séisme. Donc, juste pour vous donner une situation, les provinces qui ont été impactées, c'est premièrement la province d'El Haouz qui a concentré, donc uniquement dans la province d'El Haouz, plus de la moitié des morts. Donc, le bilan qui a été arrêté est de 3000 et quelques morts, à peu près 5000 blessés, et la moitié des morts ont été concentrés dans la province
où a été enregistré l'épicentre. Alors, première journée, on va dire, de ma sortie sur le terrain, je suis allé directement en direction des villages où se trouvait l'épicentre. Alors, au fur et à mesure, parce que la route entre Marrakech et les provinces d'El Haouz, c'est une route qui monte. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans la route, qu'on gagne en altitude, on commence à constater de plus en plus de dégâts. Alors, on voit sur des villages à travers la route une maison, deux maisons à l'intérieur d'un petit hameau, mais au fur et à mesure qu'on s'approche de la localité de Esmi, c'est une localité qui est connue ici à Marrakech, là, on constate de manière, je veux dire, brutale, l'ampleur des dégâts. Alors, les dégâts, en fait, la nature euh, choisit la force avec laquelle elle va toucher chaque personne, chaque foyer. Et en fait, si on n'est pas habitué à voir des séismes, pour mon cas, le séisme qu'a connu le Maroc en 2004 dans la région d'Al Hoceima, j'étais encore en service dans la gendarmerie et nous avions été déployés avec mon unité pour aller porter secours et assistance. Mais pour les gens qui remarquent ça pour la première fois, surtout dans un cadre rural, parce qu'en fait, la différence, on voit l'impact des séismes dans les villes, ce sont des immeubles qui tombent, qui s'effondrent, et on va dire que les dégâts sont majoritairement, il y a une certaine homogénéité. Alors qu'au niveau rural, on peut trouver plusieurs maisons, on ne va pas dire intactes, on remarque de loin qu'elles sont fissurées, que les vitres sont brisées, etc. Mais ce sont des maisons qui tiennent encore. Et à côté, on peut trouver un petit hameau de 5-6 constructions complètement détruites. Quand je dis complètement détruites, c'est que on ne trouve plus que des gravats. On essaie de deviner ce qu'il y a en dessous. On voit peut-être sortir quelques ustensiles de cuisine, un morceau de vélo, mais c'est tout. Et on essaie d'imaginer l'ampleur des dégâts et ce qui s'est passé malheureusement pour les gens qui ont été surpris par ce séisme alors qu'ils étaient chez eux. Alors, une autre précision, le séisme a frappé vers 23 heures. Et 23 heures dans la campagne, je pense que c'est le cas aussi dans tous les pays du globe, les gens de la campagne, ce ne sont pas n'ont pas le mode de vie des gens à Marrakech. Les gens à Marrakech, on dort en général très tard, en campagne, surtout dans la région d'El Haouz. Ce sont des couches tôt, ce sont des lèves tôt. Et c'est, je pense, une des raisons qui a fait que le bilan a été particulièrement meurtrier. Alors, comme je vous ai dit, au fur et à mesure qu'on s'approche, on trouve des villages complètement dévastés. Et donc, à côté de ça, qu'est-ce qu'on trouve? Parce qu'il y a en fait une route principale. Donc, vous imaginez le paysage, on est dans une région montagneuse. Donc, il n'y a pas beaucoup d'axes. Il y a un axe important. C'est une route régionale qui relie Marrakech à la ville de Taroudant dans le sud. La ville de Taroudant se trouve à côté de Agadir. C'est une route qui fait 300 km et qui passe, tout le trajet, on passe à travers les montagnes. Et on va dire que cette route, même si elle ne passe pas par l'épicentre, mais c'est cette route qui a été massivement utilisée, que ce soit d'abord par l'armée, par les services de secours, etc., pour se porter au plus proche de la population, mais également par tous les convois humanitaires. Alors, comme je vous l'ai dit, une semaine après le séisme, donc le constat, c'est un paysage de guerre, de dévastation, mais une vie qui s'organise à côté. Alors, on prend la route, on remarque un douar. Alors, peut-être que je vais répéter ce mot de douar. C'est des petits villages au Maroc, dans les régions montagneuses, on appelle ça des douars. En fait, c'est des petits hameaux. Donc, on remarque qu'un douar a été complètement démoli et on trouve à côté un petit campement qui s'est organisé, où la vie reprend tant bien que mal. On aperçoit des enfants jouer et on aperçoit surtout des stocks de denrées humanitaires, des stocks de matériel de couchage, etc. Alors, après une semaine, la situation sur le terrain, donc les premiers jours, bien sûr, ont été dédiés
uniquement aux opérations de sauvetage. Alors, ces opérations de secours et de sauvetage ont pris fin 8 jours ou 9 jours après le séisme, quand malheureusement les équipes de secouristes ont perdu tout espoir de retrouver encore des personnes vivantes. Donc d'ailleurs, les équipes de secours étrangères qui sont venues d'Espagne, du Royaume-Uni, du Qatar et des Émirats arabes unis ont d'ailleurs quitté le pays hier, donc après la fin de leur action d'assistance et de secours. Donc maintenant, on est véritablement dans la deuxième phase, qui est la phase du relogement des familles sinistrées. Alors, comment s'organise actuellement cette opération? Donc, soit dans des campements militaires. Donc, quand je dis des campements militaires, c'est des camps qui ont été installés par l'armée avec du matériel militaire. Donc, c'est des tentes militaires avec des lits de camp. On trouve également des toilettes chimiques, des douches mobiles à proximité. Donc, en fait, ce sont les camps, les bivouacs militaires qu'installent les militaires quand ils ont à se déployer sur le terrain, à faire des exercices sur le terrain. Donc, toute l'intendance de ces camps est prise en charge par l'armée. Pourquoi l'armée? Déjà parce que l'armée, c'est une institution très forte au Maroc et dans tous les pays. C'est un des piliers sécuritaires. L'armée a cette expertise et a surtout beaucoup de moyens en termes d'effectifs. Et comme l'armée est habituée à faire des opérations hors caserne, donc ils ont toute cette expertise pour mettre en place la logistique en faveur des familles des sinistrés. Alors, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un camp qui ont été mis en place par l'armée et la vie a repris. On sent encore dans le visage des personnes, il y a encore du stress, il y a encore du chagrin, mais c'est des gens qui ont réappris à vivre. J'ai eu la possibilité de discuter avec quelques familles. Alors, j'ai pas pu discuter avec des gens qui ont perdu leurs proches. Par contre, j'ai discuté avec un père de famille qui a perdu toute sa maison. Donc, quand on dit perdre sa maison, on a perdu sa maison qui s'est effondrée, mais on a perdu toutes ses affaires. Donc, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, ce monsieur et sa famille repartent de zéro. Il n'a rien pu sauver. Ni ses habits, ni son mobilier, ni son matériel de cuisine, sa télévision, etc., etc. C'est quelqu'un qui ne possède plus rien actuellement. Alors, la chance qu'il a eue, c'est qu'il était tout seul chez lui. Sa femme et ses enfants étaient descendus dans une petite ville proche de Marrakech. Il était resté tout seul et il avait pris pour habitude de prendre un thé à côté de sa maison. Et il a été, bien sûr, sous le choc. Il a assisté à l'effondrement de plusieurs maisons dans son village. Il a entendu des cris, il a ressenti la douleur des gens et il a passé toute la nuit. C'était une nuit blanche, une nuit d'horreur, où ils ont essayé tant bien que mal de sauver ce qu'ils ont pu sauver. Et donc, finalement, ce sont des gens fatalistes, avec une dignité extraordinaire, qui m'a dit clairement, j'ai tout perdu, je vais commencer à zéro, mais Dieu soit loué, j'ai encore mes enfants et j'ai encore ma femme. Donc, il est conscient de la chance qu'il a, mais en même temps, il est conscient de tout ce qu'il doit faire, qu'il doit repartir de zéro. Et donc ça, c'était une petite anecdote juste pour vous dire quel est l'état de certaines personnes qu'on a eu l'opportunité de croiser. Alors, pour ces camps militaires, donc j'ai eu aussi l'opportunité de parler à des officiers qui gèrent ce camp. Donc, je me suis présenté en tant qu'ancien officier de la gendarmerie. Ça a facilité, bien sûr, la communication. Et les gens qui sont installés dans ces camps ont, on va dire, tous les soutiens. Donc, déjà en termes d'hébergement, en termes de subsistance, les militaires ont mis en place des cuisines mobiles, des boulangeries mobiles. Donc, les repas sont servis aux sinistrés matin, midi et soir. Il y a également une antenne médicale avec quelques infirmiers juste pour soigner quelques petits bobos
et en cas où une des personnes habitant dans le camp a besoin d'une consultation, il y a un hôpital militaire de campagne qui est installé dans l'autre ville d'Esni, qui est distante à peu près de 30 kilomètres. Donc ça aussi, c'est un des axes pour lesquels l'armée a déployé ses militaires pour porter secours et assistance, donc comme je l'ai dit, pour porter une aide logistique, permettre aux gens de se nourrir, d'avoir tout le nécessaire pour leurs besoins sanitaires, mais également l'axe qui est important, c'est que deux hôpitaux militaires de campagne, donc qu'est-ce que c'est qu'un hôpital militaire de campagne? Donc c'est un plateau technique qui se déplace de l'hôpital vers des zones sinistrées et c'est un hôpital sous tente. Donc, comme est organisé un hôpital, à l'entrée de cet hôpital de campagne, on trouve une première tente de triage où des médecins accueillent les premiers arrivants. Alors, un petit examen rapide, puis ils sont orientés soit vers les urgences, soit vers d'autres services, traumato, chirurgie, etc. Alors, cette expertise de ces hôpitaux de campagne, l'armée marocaine dispose de cette expertise depuis une vingtaine d'années. Ce sont des hôpitaux qui sont régulièrement déployés d'ailleurs dans les régions montagneuses qui, au niveau d'accès aux services les services de base comme la santé, etc., sont démunis par rapport aux habitants qui sont dans les villes. Donc il y a des campagnes régulières, surtout durant l'hiver, et le Maroc fait profiter aussi des pays en crise. Donc le dernier exemple en date, c'est la Jordanie. Quand la Jordanie a reçu un flot très important de rescapés venant de la Syrie, après la guerre civile qu'il y a eu en Syrie après 2011, après le printemps arabe, la Jordanie qui était submergée par ces flots de migrants humanitaires a reçu le soutien de quelques pays et le Maroc a envoyé un hôpital militaire de campagne pour soulager les structures médicales et hospitalières de la Jordanie. Donc en fait, toute cette aide, elle a été déployée et mobilisée et le directeur, enfin, le chef de service de cet hôpital, il m'a dit que 48 heures après le séisme, l'hôpital était prêt et a commencé à recevoir ses premiers patients, a commencé à traiter les premières interventions chirurgicales au profit des familles des sinistrés. Alors ça, c'est le volet des personnes qui ont été relogées dans les camps militaires. Alors, une grande partie de la population a choisi, même si les camps sont installés pour essayer de couvrir toutes les zones sinistrées, beaucoup de personnes ont choisi de rester à côté de leur village, soit parce que leur maison n'était pas totalement détruite, les maisons étaient fissurées, partiellement détruites, et ils ont fait le choix de rester à côté, soit tout simplement parce que ce sont des gens qui sont attachés à leur terre, et même si sa maison est détruite, il a fait le choix de rester à côté de son village, à côté des personnes, de sa famille, de ses proches, etc. Alors pour ces camps, comment ils se sont organisés? C'est que dès le séisme, dès le lendemain, euh, tous les services de l'État se sont mobilisés pour essayer de faire acheminer tout d'abord les tentes. Donc ça, c'était la priorité, l'urgence pour l'aide humanitaire. C'est les tentes où les gens devaient se loger parce qu'ils avaient passé une nuit blanche, la nuit du séisme. Et la deuxième nuit, une grande partie de campements se sont installés rapidement grâce au matériel, soit des ministères, par exemple le ministère de l'Intérieur, de la protection civile, des forces auxiliaires. Alors pourquoi? Parce que toutes ces unités paramilitaires ont leur propre stock de tentes. Comme je vous l'ai dit, un militaire est appelé à faire des bivouacs. Donc tout le stock de toutes les administrations publiques a été envoyé vers ces régions. Il n'a pas été suffisant, bien sûr, et il a été complété par l'élan de solidarité des associations, des citoyens à travers le Maroc, et même pas qu'au Maroc. Il y a eu beaucoup de dons qui sont venus d'Europe, d'autres pays en Afrique, et cet afflux massif de dons
Les gens, avant d'envoyer les dons, ont su qu'il y avait un besoin de temps, de matériel de couchage et de denrées alimentaires. Alors maintenant, après, comme je vous ai dit, 9-10 jours, les gens ont repris le cours de la vie dans des campements. À côté des campements, on trouve beaucoup de dépôts d'aide alimentaire. Et en parlant aux gens de l'autorité qui gère ces camps, aux gendarmes, aux militaires qui assurent la sécurité, il y a un constat, c'est que en termes de denrées alimentaires, il n'y a plus aucun besoin sur le terrain actuellement. Je dis bien actuellement. En termes de stock de nourriture, les gens en ont pour, je pense, un mois minimum. Alors, quels sont les futurs besoins? Les futurs besoins qui vont se faire sentir très rapidement, c'est que l'hiver est proche. Je vous rappelle le contexte. On est dans un contexte de haute montagne. La région de l'Haouz, c'est là où il y a le mont Tobkal, où il y a les sommets les plus hauts d'Afrique du Nord. La montagne du Tobkal, c'est à 4167 mètres. Donc, c'est des régions qui connaissent rapidement une chute de température brutale. Et d'ici un mois, donc il y a d'abord le froid, il y a le risque de pluie, le risque de neige. Alors, de ce que j'ai vu, les tentes ont envoyé les gens, donc ce sont des gens qui se sont manifestés spontanément. Comme je vous ai dit, on voit des tentes qui ont un type militaire et on voit à côté des tentes Quechua qui ont sûrement été achetées auprès de Decathlon. Donc, en fait, il y a une mobilisation extraordinaire, mais comme je vous ai dit, les prochaines échéances, c'est gérer le froid, gérer la pluie. Alors, comment faire pour rendre ces tentes étanches? Donc, sûrement, il y a une implication de l'État, mais ça, c'est juste un appel pour les gens qui seraient encore désireux d'aider à travers des associations ou d'autres choses. Je pense qu'il va y avoir un besoin en tentes étanches et en matériel d'habillement, mais d'habillement pour les périodes de grand froid. Ça veut dire des bottes, des bonnets, des jackets polaires, etc. Donc D'accord. ça, Nizar, deux choses. La première, c'est que on va faire passer un message à l'ensemble de notre réseau. Euh, donc, il y a des besoins matériels. Ou quelles sont les associations sur place qui sont les plus à même d'intervenir et qu'il faudrait aider prioritairement? Alors, tu peux peut-être nous le dire et puis on fera passer un message avec des bien sûr. coordonnées, etc. Là, tu parles du froid. Est-ce qu'il faut privilégier l'envoi de vêtements chauds, de couvertures, d'équipements pour le froid ou privilégier plutôt des financements, des versements sur des associations précises? Alors, ça, c'est une bonne question, en fait, parce que, comme tu as dit, Alain, toutes les associations au Maroc se sont mobilisées. Vous pouvez l'imaginer, bien sûr. Sauf que des associations dont le siège est à Rabat, à Casablanca, à 300 kilomètres, ils ne connaissent pas d'abord toutes les spécificités de la région, les besoins locaux, et ils ne sont pas, on va dire, à proximité et leur action va être un peu plus en décalage. Alors, je connais une association qui s'active depuis un moment, qui s'appelle l'association AML, qui fait un travail extraordinaire sur le terrain. Et mon conseil, en fait, c'est de soit essayer de contacter ces associations locales, et même pour les gens, parce que ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont spontanément, par exemple, dans des quartiers, dans des régions au nord du Maroc, à Tanger, à Oujda, à l'extrême est, qui ont envoyé leurs dons. Et ce qui se passe, c'est que quand on a un convoi humanitaire, dès qu'on arrive au premier village sinistré, on se rend compte de l'ampleur des dégâts, il y a le côté émotionnel et on a tendance à servir bien sûr les premières personnes. Et ce qui s'est passé sur le terrain, c'est que les villages les plus éloignés, logiquement, n'avaient pas accès aux dons, tout simplement parce que les gens n'arrivaient pas à arriver jusqu'à ces douars qui étaient éloignés. Donc la meilleure des choses, c'est soit les associations, soit pour qu'il n'y ait pas, comme je vous ai dit, ce cafouillage, qu'il y ait
des villages qui finalement n'ont accès qu'à très peu de dons, l'autorité locale a commencé à réguler. Comme l'autorité locale a des agents d'autorité placés sur le terrain, donc ils connaissent un peu plus où, dans quelle direction on peut orienter les dons. Mais je pense pour des donateurs étrangers, le plus simple, ce serait de passer à travers ces associations, soit à Marrakech, soit des associations implantées directement dans la province de l'Haus et Tcharoudant, qui sont les deux provinces les plus durement touchées. Ok, tu nous feras passer les contacts et je ferai Bien sûr. circuler. Maintenant, j'aimerais bien, parce que évidemment, c'est la partie qui nous intéresse le plus, c'est que ce séisme a aussi été le révélateur, enfin pour certains, parce qu'on est quand même un certain nombre à avoir vu la situation se dégrader, mais a été le révélateur quand même d'une crise diplomatique sans précédent entre la France et le Maroc. Et ben, on aimerait bien que toi, de ton côté, tu nous expliques quels en sont les ressorts selon toi et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé à ce niveau presque de détestation. Je parle au niveau des autorités, évidemment, pas des peuples et des populations. Bien. Bon, je remets les choses dans leur contexte, peut-être pour expliquer à tout le monde quelle est l'origine de cette. euh, on voit ça au Maroc, il y a une polémique, en fait, il n'y a pas une polémique au Maroc, il y a une colère autour du traitement médiatique du séisme de quelques médias et responsables politiques français. Donc, il faut bien le préciser. Je donne pour exemple la une du journal Libération. Je pense que tout le monde a dû la voir ou bien en entendre parler, où on voit une pauvre dame. Donc c'est une photo, donc c'est un instantané, un cliché. À travers ce cliché, on constate la souffrance, le désarroi de cette dame, avec un titre tout à fait scandaleux qui suggère que le Maroc refuse l'aide française et laisse ces gens souffrir et laisse ces gens mourir. Alors, juste pour expliquer le contexte et ce qui fait que cette une a été très, très mal vue déjà dès qu'on a dès qu'on a constaté cette une au Maroc. Pourquoi? Parce que déjà le contexte ne s'y prête pas. Comme je vous ai dit, c'est un séisme qui a fait 3000 morts, mais l'ampleur des dégâts va au-delà de ces 3000 morts. Comme je vous ai expliqué, c'est des centaines de milliers de familles qui vivent déjà, qui ne sont pas gâtés par la nature, qui vivent dans des conditions très difficiles et qui vont souffrir encore pendant longtemps. Donc, on n'a pas compris quelle est la motivation derrière ce type de une, que ce soit d'abord dans la forme, mais aussi dans le fond. Parce qu'après, les internautes ont ressorti une vidéo de cette pauvre dame et ce qu'on voit, ce qu'on entend à travers cette vidéo, c'est totalement l'inverse de ce que suggère la photo. Dans cette vidéo, bien sûr, on voit la femme dans cet état de désarroi, mais elle criait, elle s'exclamait à l'encontre des éléments de la protection civile. Et qu'est-ce qu'elle disait en fait? Elle les remerciait de sa façon et elle criait surtout Ash al-Malik. Ash al-Malik, ça veut dire vive le roi. Et quand on a vu cette vidéo, ça a encore plus choqué les personnes. Et clairement, un certain nombre de Marocains voient ça comme une manipulation, parce que c'est le terme. On manipule une image et une campagne d'influence qui est, on va dire, hostile au Maroc dans sa globalité. Pourquoi aussi? Parce que donc il n'y a pas eu que cette une, il y a aussi un titre d'une info dans le journal de TF1 qui disait, c'était écrit noir sur blanc, le Maroc peut-il s'en sortir sans la France? Alors, comment les Marocains ont vécu ça? Tout simplement, on a vu ça comme un décalage complet et une méconnaissance des compétences et capacités d'abord du Maroc, qui est un pays souverain, qui possède un appareil d'État très fort, une armée et des services de sécurité très aguerris, mais aussi on ne comprenait pas quel était le contexte, la motivation. Peut-être que vous, en Occident, rapidement, on peut entendre
la critique des actions des services publics, qui peut être tout à fait légitime, parce que c'est tout à fait normal. Gérer un état de catastrophe n'est pas facile. Gérer une crise, et des responsables politiques, des responsables sécuritaires peuvent être à l'origine de négligence. Mais par contre, ce qu'on ne comprenne pas, c'est que ça vienne d'un pays étranger, mais pas n'importe lequel. C'est un pays frère. Les liens entre le Maroc et la France sont très forts. Ils remontent depuis l'époque de l'indépendance. Et puis surtout, dans le contexte régional, la relation Maroc-France a toujours été beaucoup plus apaisée que la relation France-Algérie. Vous connaissez bien sûr le contexte. L'indépendance de l'Algérie s'est faite suite à une guerre où il y a eu beaucoup de morts, alors que la sortie du Maroc de son protectorat, son indépendance, s'est faite plus dans la souplesse, et les relations entre la France et le Maroc ont toujours été excellentes, mais surtout ont été amicales et fraternelles. Alors ça a été le constat. En plus de ça, il y a eu plusieurs autres unes qui ont marqué l'opinion publique marocaine, des caricatures du roi, qui ont été pour les Marocains complètement déplacées. On a aussi évoqué l'état de santé du roi, et juste pour comprendre, dans l'imaginaire des Marocains, dans la majorité sont des croyants, des conservateurs, touchés à l'image du pays, touchés à l'image du roi dans ce contexte tragique, ce contexte de deuil a été très mal vu. Alors, à côté, il y a eu, on va dire, au début, la réaction de la France, enfin, des responsables français, a été modérée. La ministre des Affaires étrangères a évoqué le fait que la France a proposé son aide et que la France était prête à agir le plus rapidement possible dans le respect de la souveraineté du Maroc. Le président Macron a fait une sortie qui, sur le fond, il a demandé à ce que la polémique cesse, mais sur la forme, ça a été très mal vu par les Marocains, pour la simple raison que le président Macron s'est adressé directement au peuple marocain depuis son bureau, depuis l'Élysée, en disant chers Marocains, chères Marocaines. Et sur le plan de la forme, ça a été très mal vu par l'opinion publique au Maroc. Alors, on revient, comme tu as dit, Alain, sur tous les, on va dire, tout ce qui n'apparaît pas directement, mais c'est la crise silencieuse qui existe entre le Maroc et la France depuis un certain nombre d'années, et que les analystes au Maroc rapportent principalement à la personnalité même du président Macron. Donc, il faut savoir que tous les présidents qui sont élus en France, dans leur agenda de sortie, de visite à l'étranger, le Maroc figure toujours parmi les premières destinations, comme je vous ai dit tout à l'heure, au regard des liens fraternels, historiques, mais aussi des relations commerciales très importantes. Alors, jusqu'à il y a 5 ans, la France était le premier partenaire économique du Maroc en termes d'échanges commerciaux. Alors, la France a été devancée par l'Espagne, ça fait 5 ou 6 ans, mais il n'empêche que le Maroc et la France sont deux partenaires stratégiques, deux alliés stratégiques dans différents domaines. Dans les domaines de la recherche, de l'industrie, des échanges commerciaux, dans des domaines un peu plus sensibles. Vous vous rappelez des attentats du Bataclan en 2015. Un des membres, le cerveau de la cellule terroriste qui a commis les attentats du Bataclan, a été détecté, a été arrêté grâce à des renseignements qui ont été partagés par les services de renseignement marocains. Donc en fait, que ce soit au niveau économique, industriel, culturel, etc., mais même au niveau de la coopération militaire et sécuritaire, il existe une coopération très étroite qui se base sur un socle qui est très fort, qui est la confiance et un partenariat tout azimut entre les deux pays. Donc ça, c'est la situation initiale.
Alors, quels sont, on va dire, les événements qui ont fait que cette relation petit à petit s'est refroidie? Il y a en fait plusieurs affaires. Il y a l'affaire de Pegasus. Donc, je rappelle rapidement, Pegasus, c'est un logiciel israélien qui aurait été utilisé par un certain nombre de pays, dont le Maroc. Alors ça, ce sont les révélations du journal, enfin pas que le journal Le Monde, c'est toute comment on appelle, un groupe de presse internationale qui ont fait une enquête, qui se sont basés sur une enquête technique d'un laboratoire de recherche en cybersécurité canadien. De toute façon, Alain, tu as bien approfondi le sujet et je pense que même si vous avez des questions, je vous conseille même de les poser directement à Alain, c'est un spécialiste de cette affaire Pegasus. Et donc, pour le dire très simplement, c'est qu'il y a eu une campagne médiatique très forte contre le Maroc en mettant en avant le fait que le Maroc, en endossant enfin le costume de l'État qui, grâce à ce logiciel, espionne ses opposants marocains à l'étranger, espionne le président français Macron, ainsi qu'un certain nombre de journalistes en Europe, mais aussi dans beaucoup de pays dans le monde. Et quand on lit en fait les articles qui ont été publiés dans le monde, mais également dans les autres pays, ils citent tous qu'une trentaine de pays utilisent le logiciel Pegasus, mais la moitié du contenu des articles vise directement le Maroc. Le Maroc s'est défendu en affirmant que jamais il n'avait utilisé ce logiciel et il invitait d'ailleurs si tu peux me rappeler Alain, comment il s'appelle le groupe au Canada qui a fait le laboratoire. Alors, c'était le Citizen Lab. Exactement, oui. Voilà. Très bien. Donc, il demandait même que le Citizen Lab publie directement les preuves, chose qui n'a jamais été faite. Il y a eu d'ailleurs un procès qui a été intenté par l'État marocain contre le groupe des médias qui ont mené cette enquête. Et à ma connaissance, bien sûr sous le contrôle de Alain, à ma connaissance, aucune preuve n'a encore été apportée. Alors, l'origine du malaise, où est-ce qu'elle est? C'est que les médias français, bien sûr, ce qui est tout à fait logique, ont rapporté, ont commenté cette information et on dit que depuis, il y avait un froid entre l'Élysée et le palais au niveau de cette affaire. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est le début de cette période de crise latente. Il y a ensuite l'affaire des visas. Alors l'affaire des visas aussi rapidement, c'est que le ministre Darmanin avait exhorté les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, à reprendre les citoyens marocains, plutôt tous les citoyens maghrébins qui se trouvaient sur le sol français en situation irrégulière. Alors, il y a eu des rendus. Les trois pays maghrébins ont refusé pour pardon, pour des raisons techniques, administratives. Ils demandaient à ce que ces jeunes, pour la plupart c'était des jeunes, des mineurs, ils demandaient tout simplement que on va recevoir des mineurs qui sont marocains selon une déclaration du ministère de l'Intérieur français, on doit avoir leurs papiers, on doit au moins connaître leur identité exacte. Donc, il y a eu un malentendu. La France a décidé de manière unilatérale à fixer des quotas de visa comme tout simplement comme sanction contre les États maghrébins. Donc, toujours une fois, ce n'est pas la forme, parce qu'on peut très bien comprendre, la France est un État tout à fait souverain, mais c'est au niveau de la forme où on a un ancien pays, une puissance colonisatrice, qui sanctionne ces anciens pays colonisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été des bons élèves et qu'ils n'ont pas suivi, on va dire, les recommandations de l'État français. Donc ça, en plus de mettre, on va dire, un grand froid entre l'Élysée et le palais, a aussi impacté, a aussi touché toute la population marocaine.
Pourquoi? Parce qu'on connaît les liens, comme je vous ai dit, entre le Maroc et la France. Une grande partie de la classe moyenne, de l'élite au Maroc, qui ont les moyens pour voyager à l'étranger, la première destination, c'est la France. Donc, il y a beaucoup de liens, beaucoup d'amis, beaucoup de familles qui résident en France, mais également les étudiants ont également été impactés. Donc, ça a constitué une cause nationale et ça a ajouté, on va dire, de l'huile sur le feu. Et puis, le dernier point, c'est la question du Sahara. Alors, pourquoi la question du Sahara? Tout simplement parce que depuis 2020 et la reconnaissance américaine de l'intégrité territoriale du Maroc sur l'ensemble de son territoire a fait que depuis cette date, plusieurs pays, dont l'Allemagne, dont l'Espagne, donc l'Espagne aussi, ancienne puissance colonisatrice, vont dans la solution qui est proposée par le Maroc, qui est une solution de l'autonomie partielle accordée aux provinces du Sud. Et donc, à partir de là, il y a aussi dernièrement Israël, il y a un nombre important de pays du Golfe, dans les Émirats, dans beaucoup de pays, qui appuient également la thèse marocaine et qui vont encore plus loin en installant des consulats dans les villes des provinces du Sud, notamment Al Ayoun et la ville de Dakhla. Alors, depuis le discours de Sa Majesté de l'année dernière, un discours qui a été commenté, surtout en Europe, dans tous les pays, on va dire, qui ont des liens avec le Maroc, où le Maroc a conditionné le maintien d'une alliance et de partenariat entre le Maroc et tout partenaire étranger à la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Donc, pour expliquer brièvement, c'est que le Maroc n'accepte plus qu'un pays qui se dise partenaire du Maroc, partenaire à travers des échanges économiques, des échanges industriels, etc., etc., mais que ce pays ne reconnaisse pas la marocanité du Sahara. Donc depuis, il y a aussi cette position du président Macron, je vais dire en tant qu'analyste, qui est une position d'équilibre. Pourquoi? Parce que reconnaître la marocanité du Sahara va avoir un coût pour le président Macron. Et ce coût, c'est de se mettre à dos le pouvoir algérien. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour l'Espagne. L'Espagne, dès qu'elle a reconnu la marocanité du Sahara, le gouvernement algérien a rompu toute relation et depuis, les, la- 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 les relations économiques, politiques entre l'Algérie et l'Espagne sont complètement à l'arrêt. Donc voilà, en gros, les raisons de cette, on va dire, cette période de froid entre les deux pays. Merci pour ce brillant exposé et qui est toujours dans la mesure et c'est pour ça que j'aime bien aussi qu'on échange parce que tu dis juste ce qu'il faut dire. Moi, il y a une première question qui me turlupine, c'est qu'on a quand même le sentiment que au niveau français, au niveau diplomatique, au niveau politique, on a perdu les codes, qu'on ne connaît plus ce pays. On sait qu'il y a des susceptibilités, qu'il y a des pratiques, qu'il y a des usages, qu'il faut les respecter. Et autrefois, visiblement, on les avait, on savait se parler. Et au-delà des dossiers qui peuvent poser problème, on a l'impression qu'on a perdu ça. Enfin, on m'a rapporté quand même pas mal de problèmes au niveau diplomatique et avec les représentations françaises. Qu'est-ce qu'il y a qui manque aujourd'hui à la France, mais dans le dialogue basique entre autorités? C'est quoi? C'est une méconnaissance du pays, du code? Qu'est-ce qu'il y a qui coince? Alors, je crois que ça a été exprimé directement par Dominique Strauss-Kahn. Il avait fait une intervention depuis le Maroc, depuis Marrakech, où il s'est rendu pour participer à cet élan de solidarité. Et je pense il a mis le doigt sur là où le problème existe. Il a dit que dans l'entourage du président Macron,
il n'y a pas de spécialiste du Maghreb. Donc, quand on parle de spécialiste du Maghreb, c'est quelqu'un qui connaît la culture locale, qui connaît spécificité, qui connaît aussi les codes diplomatiques. Comme tu as dit, Alain, les médias marocains reprochent au président Macron, peut-être à son entourage, euh, ce manque de tact et du manque de respect des codes qui régissent les relations entre deux pays, entre une puissance qui est une puissance mondiale, qui est la France, le Maroc qui est une puissance régionale, mais qui est une monarchie millénaire. Et donc, les codes pour, euh, pour communiquer entre président et roi de deux pays qui sont frères alliés doivent être respectés. Je vous donne un exemple très simple, c'est il y avait une visite du président Macron au Maroc qui a été repoussée. Bon, on a évoqué le Covid. Bien sûr, je pense que c'était plutôt relié à tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on a Macron qui, une fois de retour en France, parce qu'il devait faire une, euh, une visite à travers tout le Maghreb, donc il est passé en Tunisie, en Algérie, il n'est pas venu au Maroc pour, je pense, ces raisons dont on a parlé tout à l'heure. Et une fois de retour en France, il a été interpellé par quelqu'un dans la rue. Bien sûr, vous imaginez que tout le monde maintenant a son portable de sortie, donc ça fait le tour des réseaux sociaux, où le président Macron a dit à un Marocain apparemment qui le questionnait, je viens au Maroc, je viens chez vous d'ici un mois. Et les diplomates savent que ce n'est pas en termes d'usage, ce n'est pas ce qui est le plus approprié pour annoncer une visite officielle. Et surtout quand on parle d'une visite d'État qui était attendue depuis des années. Macron avait fait de mémoire deux visites au Maroc. La première visite c'est-à-dire les premiers mois de son investiture. Il était revenu après pour l'inauguration du TGV, qui est un TGV de construction française. Je sais qu'il y a beaucoup de projets en chantier. Et donc, vraiment, la visite du président Macron au Maroc a son importance, mais c'est la forme au niveau de la communication, au niveau des messages qui sont envoyés, et puis peut-être aussi de l'utilisation de ces campagnes qui sont hostiles envers le Maroc. Donc, quand je parle d'hostiles envers le Maroc, envers la personne du roi, envers la culture marocaine, et qui concernent particulièrement quelques médias mainstream. Je pense qu'on va parler toujours des mêmes, c'est BFM, c'est CNews, etc. Et au niveau du Maroc, c'est très mal vécu. Et, euh, et comme vous avez dit, pourquoi il y a un changement? Avec les anciens présidents français, avec notamment le président Sarkozy, le président Chirac, les relations étaient excellentes, les canaux de communication marchaient de manière très admirable, et je pense que c'est peut-être pas un manque de connaissances, les deux pays se connaissent parfaitement. Je mettrais ça plutôt sur le dos de peut-être de l'entourage de Macron. Et d'ailleurs, Dominique de Villepin a bien pointé là où le problème existe, c'est qu'il n'y a plus de spécialistes, de gens qui connaissent vraiment les us, les coutumes marocaines et surtout les règles et les codes qu'il faut utiliser. Une dernière question avant que je fasse circuler la parole pour ceux qui veulent poser une question. Euh, alors évidemment, vu de France, il y a des images qui ont été très commentées. C'est quand on voit, lorsque le roi se déplace, des gens qui vont baiser la main du roi. Et je crois qu'ici, on ne comprend pas la nature de la relation avec le roi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'incarne le roi pour les Marocains? Parce qu'il y a une dimension aussi très forte symbolique, et je crois que c'est peut-être ça qu'on ne perçoit pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette relation avec le roi? Alors, j'irai même plus loin, c'est la relation entre la population et la monarchie, le trône à la huit. Alors, pour expliquer, c'est que le roi au Maroc, c'est bien sûr le chef d'État, c'est la plus grande autorité du pays, mais il est également le commandeur des croyants. Donc, qu'est-ce que c'est que le commandeur des croyants? Le roi est descendant direct du prophète Mohammed et à travers cette descendance, il a une autorité religieuse, spirituelle sur
les Marocains, mais même je vais aller plus loin, il y a des confréries religieuses installées au Sénégal, à la Mauritanie, qui prêtent une allégeance religieuse, je dis bien allégeance. Ce sont des confréries qui, à chaque occasion, chaque fête religieuse, se rendent au Maroc et pour eux aussi, le roi est commandeur des croyants. Donc il y a déjà cet aspect. Il y a un deuxième aspect, c'est que dans l'histoire du Maroc, le roi, et je vais citer le roi Mohamed V, donc c'était le roi à l'époque du protectorat français, le Maroc, enfin le roi à l'époque, a toujours priorisé les intérêts du peuple à ses intérêts personnels. Un petit rappel historique, c'est que une fois que le protectorat français a été installé au Maroc, on a demandé au roi d'abandonner en fait son pouvoir à l'autorité française. En échange, le roi aurait droit à tout son protocole, à son confort de vie, etc. Le roi a refusé et il a été envoyé en exil pendant des années. Et c'est une image, c'est un geste, c'est une attitude qui est vue de façon tout à fait normale par les Marocains parce que le roi est relié à son peuple. Donc, il y a eu ça, il y a eu un autre événement du temps de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que quand on parle du peuple marocain, bien sûr, c'est un peuple à majorité musulmane, mais il y a encore, bon, il y en a moins parce que après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'État de création d'État Israël, plusieurs juifs marocains ont émigré pour aller vivre en Israël. Mais à l'époque, la communauté israélienne était importante. Et il faut rappeler que durant le régime de Vichy, donc durant le protectorat, avait demandé au roi Mohamed V que le Maroc, entre guillemets, leur livre les juifs marocains. Et le roi Mohamed V à l'époque avait dit, si vous voulez les juifs, prenez-moi d'abord. Donc ça, c'est juste pour expliquer l'attachement profond qu'a le roi avec son peuple. Et on le voit à travers même des événements récents, par exemple la crise du Covid. Durant la crise du Covid, donc, le Maroc a été durement impacté, comme tous les autres pays. Peut-être euh, on a une particularité au Maroc, donc, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, l'activité, le secteur de l'informel est très important. Et donc, quand toute l'activité s'est arrêtée, des millions de Marocains qui travaillaient dans l'informel, qui n'avaient pas de salaire, qui n'avaient pas de couverture sociale, etc., se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien manger, etc. Et le Maroc plutôt, le roi a impulsé un fonds marocain dans lequel il a, euh, il a fait une donation qui a été la plus importante. Et donc ça, c'est juste pour symboliser le lien qui relie le peuple marocain au roi, en expliquant aussi qu'à chaque fois qu'il y a un sinistre au royaume, par exemple, le séisme d'Al-Husima, le roi s'était porté dans la ville d'Al-Husima et s'était installé dans une tente, pas très loin des gens sinistrés, pendant une certaine période, jusqu'à ce que les personnes, les sinistrés, puissent avoir le minimum, c'est-à-dire un logement et tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Merci. Qui a une question me fait signe avec la main. Qui veut poser une question? Alors, Imen, je vois qu'elle se connecte. Alors, Imen, Oui, vas-y. bonjour, donc merci pour cet exposé, c'était très intéressant et très instructif. Alors moi j'avais une question concernant en fait donc l'aide algérienne. En fait l'Algérie était prête à mettre à disposition 3 avions porteurs et donc pour envoyer de l'aide, d'acheminer pardon de l'aide humanitaire et aussi donc du matériel. De par le fait que l'Algérie a une expérience aussi dans les séismes, puisqu'il y en avait eu un à Boumerdès en 2003 si je me souviens. Et la question est de savoir pourquoi, en fait, le Maroc, pourquoi a-t-il refusé notamment cette aide donc, au niveau de l'Algérie? Et s'il avait accepté, est-ce que ça aurait été pas aussi un moyen, peut-être aussi, donc, de montrer qu'il y a une solidarité aussi entre les deux peuples, sachant qu'elle existe, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Merci, Iman, pour votre question. Alors, comme vous dites, il y a eu cet épisode français dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a eu cet épisode de l'aide algérienne qui a été proposé. D'ailleurs, ça a été partagé dans les médias.
où on a vu des avions affrétés, où on a vu des équipes de secouristes algériens qui étaient prêts à prendre l'avion et à venir participer à cet effort au Maroc. Alors, à mon avis, comme vous imaginez, je ne représente que moi. Comme je vous ai dit, ça fait des années que je ne suis plus dans la gendarmerie, mais j'essaye d'avoir un regard objectif, dépassionné, pour essayer d'expliquer les tenants et les aboutissants de tout ce qui a trait, à mon avis, pour moi, à de la géopolitique. Malheureusement, dans les sinistres, dans les catastrophes naturelles actuellement, il y a tout le côté humanitaire et il y a tout le côté politique et géopolitique. Alors, ce que je dis n'engage que moi. Euh, Comme vous avez dit très bien, les relations entre le Maroc et l'Algérie, malheureusement, il n'y a plus de relations. Il y a une rupture des relations qui date bientôt de 3 ans. Pour expliquer peut-être à tout le monde, c'est beaucoup de, on va dire, de problèmes qui se sont euh, enchaînés, qui font que à un certain moment, le Maroc et l'Algérie ont cessé toute relation entre eux. Il y a toujours le problème du Sahara, c'est le socle du problème, et sont venus s'intégrer des problèmes au niveau des frontières, etc., de la communication des deux côtés qui ont fait qu'il y a eu cette rupture. Il y a aussi un autre point important, c'est quand le Maroc a reconnu, plutôt pas reconnu, a normalisé ses relations avec Israël et peut-être est parti plus loin, puisque le Maroc a signé des accords de coopération militaire et sécuritaire avec Israël, ce qui n'a pas plu au gouvernement algérien. Mais donc, sans rentrer dans toutes ces considérations, juste pour expliquer que les relations sont à l'arrêt, le Maroc à travers le dernier discours du trône du roi, le roi a essayé de tendre la main au gouvernement algérien pour essayer d'entamer peut-être un processus de réconciliation, ne serait-ce que reprendre le dialogue. Il n'y a pas eu de réponse. Et donc, à mon avis, comment je vois les choses, c'est que le Maroc, une fois qu'il a été touché par ce sinistre, il a eu la proposition d'aide d'une trentaine de pays. Je ne vais pas tous les citer. Et 4 pays ont eu, pas l'autorisation, parce qu'on ne va pas autoriser quelqu'un à venir nous aider, mais le Maroc a répondu favorablement et a demandé l'aide de ces 4 pays. Je vais les citer. Donc, 2 pays en Europe, c'est l'Espagne et le Royaume-Uni. 2 pays arabes qui sont le Qatar et les Émirats arabes unis. Donc, à partir de là, peut-être que je peux aussi expliquer un peu, parce que j'ai été sur le terrain, j'ai des amis français avec lesquels j'ai discuté, ils ne comprenaient pas vraiment, mais juste pour dire que, comme j'ai expliqué, étant dans une région montagneuse, étant donné que les axes routiers pour essayer d'arriver à ces zones montagneuses, à acheminer de l'aide, sont des axes qui ne sont pas habitués à accueillir un tel flux de véhicules, le Maroc a vu que le fait de multiplier la présence sur le terrain d'équipes de secouristes étrangers ne serait pas peut-être tout à fait profitable. Il y aurait peut-être un problème, les gens pourraient se marcher sur les pieds, et surtout dans une zone montagneuse, on ne peut pas envoyer une équipe de secouristes tout seul. On doit les accompagner d'abord pour leur montrer le terrain, pour les orienter vers les villages qui sont sévèrement touchés, être avec eux pour communiquer avec la population, etc., etc. Je pense que personnellement, que si l'épicentre du séisme aurait été situé, par exemple, dans la ville de Marrakech où il y a 1,5 million d'habitants, les dégâts auraient été immenses, il y aurait beaucoup plus d'immeubles effondrés. Je pense sincèrement que le Maroc aurait accepté plus d'aide. D'abord parce que c'est plus facile pour les équipes de se rendre à Marrakech, il y a un aéroport international, et que le besoin sur le terrain se serait fait sentir. Donc, à mon avis, le Maroc a fait un choix. Alors ça, bien sûr, il y a peut-être sûrement des considérations politiques, mais même dans le cas où
en étant à Marrakech, on aurait demandé plus d'équipes d'aide et de secours, on n'aurait pas pu recevoir l'aide de 30 pays. On aurait dû faire un choix. Alors, pourquoi est-ce que le Maroc n'a pas accepté? En fait, il n'y a pas eu de refus. Je pense aussi que c'est dans la forme. Ça, c'est ma lecture personnelle. L'Algérie, pour proposer son aide, donc ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'une chaîne arabe a posé la question au ministre de la Justice, donc une question directe. Est-ce que si l'Algérie, donc ça bien sûr c'est venu directement après la polémique sur l'aide française, on a posé la question au ministre de la Justice marocain, si l'Algérie vous propose son aide, est-ce que vous l'acceptez? Il a répondu, je pense, spontanément. C'était peut-être son opinion. Il a dit que oui, le Maroc accepterait. Ce qui s'est passé, c'est que les pouvoirs publics en Algérie ont agi avec rapidité, ont affrété des avions, ont mis des équipes sur place. Et je pense que l'erreur qui a été faite, j'essaie de rester le plus objectif possible, c'est que l'Algérie n'est pas passée par les canaux diplomatiques. Si par exemple le ministre des Affaires algérien avait contacté son homologue marocain pour lui dire on a entendu une déclaration de tel ministre, on est prêt à vous envoyer cette aide, est-ce qu'on vous nous donnez le top pour le départ? Peut-être que ça aurait été autrement, peut-être que pas. Mais toujours est-il que au lieu d'adresser une demande officielle, l'Algérie est passée par le côté médiatique. Et c'est là où on parle un peu de l'utilisation de ces sinistres, de tout ce qui est humanitaire pour faire passer des messages politiques. Donc, à mon avis, c'est pour ça que le Maroc n'a pas répondu. Donc, les équipes sont restées sur place. Peut-être vous allez me corriger 24 heures ou plus. Puis après, il y a eu le sinistre de la Libye. Et je pense que ce sont les mêmes équipes qui ont été déployées pour aller en Libye. Merci Alain déjà pour l'invitation, de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser aux membres de votre forum, de votre groupe. Merci aussi pour l'invitation pour vous rejoindre. Et je voulais juste conclure par le fait que dans cette affaire, ce qu'on retient, donc à part tout le côté secours et assistance aux blessés, on va dire tous les dégâts, tous les malheurs de la population qui ont été touchés, c'est la façon dont les médias traitent ce genre de catastrophes, de sinistres actuellement, et quelle est l'image, la force de l'image. Pourquoi? Parce qu'actuellement, à chaque catastrophe naturelle, qu'est-ce que retient l'opinion publique internationale? Elle retient une image. Par exemple, lors de la catastrophe de Fukushima, l'image qu'on retiendra dans notre esprit, c'est l'image de ces techniciens, de ces soldats de l'ombre qui sont allés pour essayer, au sacrifice, au péril de leur vie, de sauver ce qui pouvait être sauvé, en sachant qu'ils allaient mourir peut-être dans l'année qui a suivi. On se rappelle aussi l'image du jeune Syrien, de l'enfant qui a été, suite à l'embarcation dans laquelle il voulait traverser pour rejoindre l'Europe, qui s'était échoué et qu'on a retrouvé mort. Donc tout ça pour dire que, pour revenir sur la une de Libération, actuellement, les médias, ce sont eux qui dictent le tempo. Et selon leur idéologie, selon peut-être qu'il y a une influence derrière, mais pour dire que maintenant, les sinistres, les catastrophes naturelles, il y a actuellement une diplomatie qui est mise en place, c'est ce qu'on appelle, les Américains appellent ça la disaster diplomatie. D'ailleurs, on se rappelle que durant le séisme, le séisme qui avait touché Haïti, Condoleezza Rice à l'époque, après que les Américains aient déployé énormément d'aide, de militaires, etc., avait dit que c'était une opportunité pour les États-Unis. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs avaient fait cette remarque en disant que malheureusement, la gestion de ces crises humanitaires est aussi maintenant l'occasion
de puissances étrangères pour planter leur drapeau, pour faire de l'influence, voire de l'ingérence. Et je pense que c'est ce qui caractérise aussi ce sinistre qu'a connu la région de Marrakech. Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci, merci encore. Merci à tous et je vous dis à très Ah bon. bientôt pour une autre conférence en ligne. Merci, bonne soirée, À à très très vite. bientôt.